quand tu as créé un actif et investi beaucoup d'argent, tu as mis en place des outils que tu as amortis ou que tu dois amortir pendant un paquet d'années. Et on est dans des secteurs d'activité qui vont très très vite. La DNVB, elle part d'une feuille blanche, donc du coup, en fait, elle peut écrire ou structurer sa boîte à partir d'aujourd'hui. Alors que le retailer, historiquement, donc le retailer historique, du coup, il a un réseau, il a des collaborateurs, donc qui sont salariés depuis un certain nombre d'années, avec des localisations qui marchaient, qui marchent peut-être plus, et bien évidemment des systèmes d'information ou des outils en fait technologiques qui du coup en fait sur lequel il a capitalisé, il a créé des connecteurs et t'as peut-être pas envie de détruire ou de raser ta maison et de la refaire en fait tous les 4 matins parce que tu l'as toujours pas amorti. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous invite dans une conversation où il sera sujet de technologie et de services pour les activités retail, omnicanal, mais pas seulement. Les DNVB ne sont pas oubliés. Plus que jamais, le commerce se réinvente et la distribution investit tous les canaux. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur dynamique et qui connaît bien le sujet, Brice Ohayo, fondateur et CEO de WShop. Avec 17 ans d'expérience dans le digital, de lourds investissements en R&D, WShop est une plateforme SaaS de commerce digital unifié. Ça veut dire que nous allons parler PIM, POS et CRM pour évoquer comment la tech vient servir les intérêts des retailers et de ses consommateurs. Les clients de WShop, ce sont Vanessa Bruno, Jonac, j'en profite pour saluer Lisa qui est passée ici même il y a quelques temps, Tara Jarmon, Kuchten ou encore Esperide. Nous allons suivre notre trame habituelle en demandant à Brice de nous partager son interprétation du marché, ses tendances et comment les retailers, bref les vendeurs, les commerçants s'en saisissent. Ensuite, nous ferons un focus sur la proposition de valeur de WShop. Vous le verrez, cette solution n'est pas née par hasard, elle est le fruit de beaucoup de choses. Et enfin, nous terminerons avec quelques cas clients pour illustrer concrètement nos propos. Mais avant de commencer, Brice, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Merci Cyril, enchanté. Donc effectivement, je m'appelle Brice Ohayon, j'ai aujourd'hui 42 ans. Je cohabite ou existe en fait dans l'univers du digital et maintenant du digital, on va dire depuis presque 20 ans, puisque j'ai créé une agence de communication digitale en 2001 qui s'appelle Web Population et on a fait un pivot en 2018 en lançant une solution donc, de commerce digital unifié, comme tu l'as très bien dit il y a 2 minutes, qui s'appelle WShop. Qu'on a construite du coup autour en fait de toutes ces expériences plutôt mauvaises que bonnes, puisqu'on apprend toujours de nos erreurs, en tout cas beaucoup plus que de nos succès. Et ce qui nous a poussé effectivement à développer une solution technique autour d'un besoin de commerce et non en fait adapter le commerce à une solution technologique. On va y revenir, mais pour comprendre comment tu as fait tout ça, moi je rembobine un petit peu la cassette et ça te parlera, toi, une cassette qu'on rembobine, peut-être pas à tout le monde, mais tu vois de quoi je parle. Revenons 2 secondes. Toi, tu as plutôt un profil commercial, j'imagine que tu sors pas d'une école d'ingénieur en génie chimique. Je vais énormément te décevoir. Non. Mais non, mais je sors pas de l'école tout court, puisque en fait j'ai eu, j'en parlais encore hier soir, j'ai eu mon bac
de justesse. Donc, je n'ai pas fait le rattrapage, j'ai eu beaucoup de chance, ils ont été hyper sympas avec moi. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait le BS, mais au bout d'un an, j'étais responsable de soirée. Du coup, j'ai T'étais préféré. plus au BDE Ouais, qu'ailleurs. c'est exactement ça. Et du coup, ensuite, j'ai essayé de faire un peu de droit. Ça n'a pas marché non plus. J'ai eu un besoin en fait de gagner de l'argent et d'être autonome assez tôt. Et c'est complètement par hasard que j'ai intégré une agence digitale qui s'appelait Passworld à l'époque, dans laquelle j'ai travaillé 3 mois. À l'issue de quoi, sur un coup de tête, je suis parti aux États-Unis avec un sac à dos et ne parlant pas l'anglais. Et j'ai créé, donc, pour de vrai, en gros, en 99, Web Population LLC à Los Angeles, où j'ai habité presque 1 an et demi. Et par la force des choses, je suis rentré en France et là, j'ai Attends, mais recréé. pourquoi t'as voulu partir là-bas? Le rêve, Le rêve américain, parler anglais, c'était quoi? le rêve américain et particulièrement en fait le non préjugé de la jeunesse dont j'ai pas mal souffert quand j'avais 20 ans avec plein d'idées, plein d'énergie et énormément d'ambition où on me faisait comprendre qu'il va falloir que je me calme parce que j'allais trop vite et du coup effectivement les États-Unis n'ont pas ces préjugés, vous êtes jugé en fait sur ce que vous faites et pas sur ce qu'on pourrait croire de vous. Voilà. Donc j'avais effectivement, j'ai toujours eu, et d'ailleurs j'y suis retourné en 2013, et j'ai la ferme intention d'y retourner, pourquoi pas plus tard. Voilà, c'est le pays du possible avec ses avantages et ses défauts, même si je reste bien évidemment extrêmement amoureux de mon pays. Mais quel statut t'avais? Parce que quand on va aux États-Unis pour travailler, c'est pas toujours évident, on est Alors, d'accord? ouais, c'est même très complexe, surtout quand on n'a pas 1 euro en poche. En gros, j'avais un statut d'étudiant pour une école D'étudiants immigrés? ou d'étudiant immigré. Donc non, non, j'avais un visa. J'espère que les services d'immigration américaine ne nous écoutent pas, mais non, non, j'avais bien un visa et j'avais fait une école de langue pour le coup pour apprendre l'anglais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait comme tous les jeunes Français à l'époque qui avaient immigré légalement ou illégalement. Je m'étais inscrit en fait dans une acting school, donc en fait c'est les écoles pour devenir acteur à Hollywood, quand même le premier business de la Californie historiquement. Et du coup, c'est ce visa-là qui m'a été refusé et qui m'a empêché en fait de proroger sur les US. Et je suis jamais retourné, en tout cas sans mon visa. Mais D'accord. sachez qu'avec un visa d'étudiant et quand même un peu d'argent sur le compte en banque, parce qu'il vous demande effectivement de pouvoir survivre aux États-Unis pendant presque 1 an et de pouvoir subvenir à vos besoins. Mais tout est 3 fois plus cher qu'un citoyen américain, évidemment, et on vous rappelle tous les jours que vous n'êtes pas citoyen américain. Ouais, donc, du coup, tu crées cette première structure, en fait. C'est là où tu mets le pied dans Exactement. l'entrepreneuriat. Web Population LLC, qui a gardé le même nom à mon retour en France et qui proposait à l'époque de la création de sites internet, le mot hyper vulgaire aujourd'hui. Bien évidemment, on était aux prémices de l'e-commerce et on arrivait dans cette bulle web avec des survalorisations de tous les projets digitaux de l'époque qui s'est complètement effondré en fait en 2000 au moment où je suis rentré en France. On était rentré avec l'intention de continuer finalement l'aventure que tu avais initiée aux États-Unis ou lui donner un autre visage, de faire quoi? Oui, en gros, j'ai toujours été complètement animé et convaincu par ma vision du digital et du produit. J'avais cette envie, donc ça fait plus de 22 ans maintenant, d'être entrepreneur, parce que ça c'est un point qui est quand même assez structurant, on va dire. Voilà, on idéalise souvent en fait le job, mais qui est passé en 22 ans. Je vous assure que j'ai pas du tout eu la même boîte, et j'ai eu des moments tout aussi joyeux que très 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 compliqués. Et quand je suis rentré en France, oui, j'ai reproduit simplement ce que j'avais créé initialement aux États-Unis avec une vision culturelle. Je pense que les États-Unis, mon court épisode, en fait, m'a forcément impacté sur ma vision du produit et même du management ou du marketing en fait de la solution. Voilà, c'est assez intéressant. Ça m'a laissé une trace, quoi. Et en rentrant en France, tu décides de continuer seul l'aventure ou alors tu vas chercher à t'entourer? Hein, j'étais seul là-bas. Bon, les copains qui me prêtaient les canapés pour faire dodo quand même. Et quand je suis rentré en France, j'ai redémarré seul. Alors seul, c'est un peu abusif comme mot parce que quand vous n'avez pas d'argent, rien et un projet qui est vaguement dessiné, vous avez besoin d'un coup de main pour prendre des bureaux. Donc j'avais pas de bureau. Alors ça peut paraître assez fou, mais le simple fait de réunir les 7 500 € à l'époque, puisque la SRL, Ouais. la Capital Variable, n'existait pas,
était extrêmement complexe. Donc j'ai recommencé les petits jobs, à aller bosser dans les bars, les restos, pour aller réunir un peu de sous. Ma maman m'a filé un coup de main à l'époque, alors que tout le monde me disait d'aller bosser plutôt que de tenter l'aventure entrepreneuriale. Et enfin, j'ai réussi à me faire prêter un bureau dans une salle de vente aux enchères à La Courneuve, de 12 mètres carrés 50, que j'ai moi-même restauré. Et me voilà installé de nouveau, en repartant à zéro, hein, pour le coup. En région parisienne, et me voilà lancé Web Population. Donc la nuit, je codais, le jour j'étais commercial, et dans l'entre-deux j'étais créatif. Voilà. Et je faisais des CD-ROM ou des sites institutionnels pour L'Oréal. J'ai fait For Dummies, là, le truc pour les nuls. Je ne sais même plus c'était quoi la thématique. Enfin voilà, j'ai été complètement autonome, seul. Et au fur et à mesure, écoutez, on a eu la chance d'avoir des développeurs qui sont rentrés, une, deux, trois personnes, parce que dans 12 mètres carrés 50, ça rentrait plus. Hein. Avec toujours une problématique historique dans la prestation de service de trouver de la récurrence pour viabiliser un business. C'était extrêmement complexe. Et puis voilà, et bon an, mal an, on a grandi, on a grossi, et on s'est déplacé, on a fini par se déplacer dans Paris, rue de Paradis au numéro 13. Voilà, j'ai toujours un truc avec les 13. Ouais, je vois ça. Ouais. Parce que 13, là, on est dans les locaux ouais, de W-Shop au 13 rue du Colisée. Exactement. Dans le 8e. Et voilà, il y a un débat là-dessus. Hein. Ça porte aussi bonheur que malheur pour certains. Nous, pour l'instant, on va dire que ça nous a plutôt porté de la chance. Donc voilà. Et alors, 13 rue de Paradis, une surface un peu supérieure, une petite quinzaine de personnes. Et c'est là où on a basculé dans le transactionnel. Donc fasciné par le côté du jugement de la transaction plutôt que... Mais attends, quand tu as développé tout ça, finalement, tes clients un peu importants, là, tu as cité quelques noms, c'était quoi? Tu faisais quoi? Parce que les CD-ROM, c'est vite abandonné, on est d'accord? C'est pas sympa ça. Je faisais quoi? Alors, quand on a basculé, on continuait les sites institutionnels. On a bossé pour un très beau groupe, le groupe Cibuet notamment, qui a un ensemble d'établissements hôteliers que je recommande à Megève et maintenant dans le sud de la France. Et voilà, qui était assez incroyable. Et on continuait de faire de la prestation de service. On faisait pas mal de 3D aussi, on tournait des trucs. Enfin, voilà, c'est du digital un peu au sens large. Mais on restait en fait dans des projets très ponctuels, avec des choses assez statiques en fait fondamentalement. On était aux prémices des réservations en fait de chambres hôtelières en ligne. Il n'y avait pas de moteur de réservation et on était aux prémices de l'e-commerce. Et à l'époque, c'était plutôt eBay en fait, dont on entend quand même beaucoup moins parler, qui pilotait un peu le marché. Et il n'y avait pas toutes ces solutions qui existent aujourd'hui pour se lancer et ouvrir une boutique en ligne. Il n'y avait pas le maillage de transport. Donc, et c'était encore la guéguerre entre les technos dites open source, donc PHP pour ceux qui connaissent, et le PSP, l'ASP pardon, de Microsoft qui a été un peu dérivé avec vraiment cette dualité sociale, enfin technico-sociale entre les technologies, de faire la bonne ou la mauvaise technologie. Alors, je te laisse deviner, on a pris bien évidemment la partie open source. Et toute la solution qu'on a aujourd'hui d'ailleurs est toujours basée sur la même techno. Et donc en fait, sur la base de ce constat finalement que le récurrent il n'est pas là, qu'il y a des clients ou des prospects où il y a du besoin de transactionnel de plus en plus, c'est comme ça que vous migrez vers quelque chose de plus transactionnel? Ouais, complètement. Moi c'est une très bonne question dans le sens où il nous fallait un élément qui permette de juger de la qualité du travail qu'on réalisait. Et effectivement, j'étais assez agacé par la subjectivité en fait de la prestation standard. C'est-à-dire que je trouvais fascinant de se dire j'ai fait quelque chose, ça fait du chiffre, il y a de la croissance, et c'est jugé en fait par cette transaction. C'est pas forcément le montant qui est intéressant, c'est vous avez, t'as quelque chose en fait qui te permet de dire bon ça a marché, j'ai fait une transaction, ça n'a pas marché, je fais pas de transaction. Et on va se rendre compte assez rapidement que en fait dans ce qu'on appelait, puisqu'on va y venir dans 2 minutes, mais dans ce qu'on appelait l'e-commerce, il y avait absolument tous les métiers du marketing, du digital, du fulfillment, de la tech, de la compta. Et enfin, c'est très tentaculaire, souvent énormément sous-estimé en fait par le commun du mortel, qui se disent pas qu'on a passé des nuits blanches ou des milliers d'heures en fait à se poser la question de savoir pourquoi le bouton on l'a mis à cet endroit-là ou comment on va faire pour s'inscrire en fait dans un tunnel de commande.
Et bien évidemment, j'ai oublié toute la partie communication pour générer du trafic qualifié, etc. Donc, c'est une sorte de point de pivot, en fait, de colonne vertébrale, cette transaction, en fait, où on a pu s'exprimer, en fait, sur l'ensemble des métiers transversaux qui y sont liés. Et voilà. D'ailleurs, on voit un pivot plus récent, en fait, où on était dans une multitude de solutions agrégées. Et là, en fait, c'est en train de se recentraliser. On en reparlera, j'espère, tout à l'heure. Mais là, tu me fais réfléchir un peu sur cette époque où effectivement on était vraiment aux prémices de l'e-commerce qu'on a connu et qui s'est transformé en commerce aujourd'hui. Justement, la transition est toute trouvée pour reparler justement, comme je disais en introduction, du marché finalement. C'est quoi aujourd'hui le commerce volontairement, chers auditeurs, on en parlait avec Brice avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que on va juste parler de commerce, puisque toutes les formes du commerce sont finalement agencées les unes avec les autres. C'est multicanal. Et je crois que Brice, tu partages ce point. Globalement, comment tu interprètes ce qui se passe dans le commerce, dans la vente de biens aujourd'hui, puisque c'est un peu là où tu vas développer ta proposition de valeur. On y reviendra après. Tout à fait. Alors, on va essayer de structurer de manière très simple la réponse. En gros, le marché, c'est quoi ? C'est le besoin du client final. Donc, tu veux acheter un truc, et on se rend compte que généralement, donc, ce truc, ce bien, est associé généralement à une marque ou une enseigne. Et souvent, je ne vais pas dire systématiquement bien évidemment, c'est un peu la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais ta taille, il n'y a jamais ta couleur, il n'est jamais au bon endroit, etc., etc. Et en fait, le constat, il part de là. En fait. Le commerce, c'est quoi ? C'est de réaliser une transaction, en fait. C'est d'ailleurs d'avoir une proposition d'un produit et qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui veut l'acheter. Et puis, autour de ça, au Moyen-Âge, on passait dans la rue et puis on échangeait en fait une monnaie. Moyen-Âge et puis jusqu'à aujourd'hui. J'aime bien l'image du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on en est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà, non mais en fait c'est pour montrer que ça existe un peu depuis la nuit des temps en fait. Alors après on troquait pas on n'avait pas le même outil pour troquer, mais en gros c'est ça, parce que l'ancêtre de la monnaie c'est le troc et voilà, ça c'est du commerce. Et puis il y a Internet qui arrive là-dedans, l'informatique, etc., qui est venu rajouter en fait des points de contact ou des outils ou des moyens en fait de faire du commerce. Et puis après, on a essayé de broder un peu tout autour de ça. Donc le marché, en tout cas, c'est quoi ? C'est de faire du commerce. Et nous, on a la chance et l'opportunité, parce que c'est une vraie opportunité qui nous est donnée, puisque moi, ma boîte, mon activité professionnelle a que 20 ans. Mon logiciel, et le logiciel qu'on a créé, il est jeune, puisqu'il a 4 à 5 ans. Et ça a créé quand même des opportunités. On est parti bousculer en fait, certaines lignes ou des mastodontes qui existaient depuis très longtemps. On n'aurait jamais vu des boîtes aller développer des ERP ou aller bousculer en fait des mastodontes historiques internationaux. Voilà, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est assez drôle. Et pour revenir sur la partie marché, donc on a parlé aux prémices de l'e-commerce en fait, de pure player et de retailer, avec ces émergents en fait digitaux qui n'avaient pas en fait de réseau physique. Alors là, tout le monde a investi énormément d'argent dans ces pure players en disant les retailers ils vont mourir, on n'aura plus. Et puis ça s'est complètement retourné, c'est assez drôle en fait, encore une fois, quand on fait une synthèse assez macro, où là les retailers ils se sont mis effectivement à se transformer digitalement en créant des plateformes e-commerce un peu comme si c'était un magasin supplémentaire, grosse erreur. Ou en tout cas inadapté aujourd'hui, c'est ça qui est assez dingue. Mais c'était vraiment comme ça que les clients. Ah mais vraiment, c'est un truc de dingo. C'était comme ça. C'est un magasin supplémentaire. Avec un PNL à part. C'est incroyable. C'est notre plus gros magasin. Mais, écoute, tu serais encore malheureusement surpris. Je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent. Que en fait, il y en a encore beaucoup qui ventilent et qui segmentent comme ça, notamment la génération de charges ou le coût en fait de génération de trafic. Et alors après, l'arbitrage n'est pas simple, mais il est nécessaire. Et au final, tout ce qui compte, c'est combien j'ai dépensé en haut et combien j'ai sorti en bas, en fait. Et après, j'ai une boutique, un site web, etc. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, dans un sens comme dans un autre, d'ailleurs, et on le verra un peu plus tard aussi, puisqu'on a des clients qui ouvrent des boutiques pour booster le digital, ou faire connaître la marque et la rendre plus désirable. Et donc là, je suis un peu à tirer le trait, mais en fait, tout est complètement transversal et marche aussi bien dans un sens que dans l'autre, en fait. Et il n'y a plus de périmètre, c'est là où on voulait en venir. Il n'y a plus de périmètre, dans le sens où
le digital sert le retail ou le réseau physique, et le réseau physique va servir le digital. Et un pure player, ce qu'on va communément appeler en fait une DNVB, Ouais. en fait ce n'est qu'une société qui fait du commerce et qui le fait initialement avec du digital, mais qui du coup est en train d'ouvrir des boutiques. Donc voilà, J'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe, que celui qui est purement digital, la DNVB, finalement, c'est presque plus facile pour lui d'ouvrir une boutique qu'à l'inverse, un réseau de boutiques, de finalement se transformer vers le digital. on appelle ça de la dette infrastructurelle ou technique. C'est qu'on arrive, mais ça c'est aussi très psychologique, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans le secteur d'activité, enfin dans tous les secteurs d'activité en fait au final. Quand tu as créé un actif et investi beaucoup d'argent, tu as mis en place des outils que tu as amortis, ou que tu dois amortir pendant un paquet d'années, et on est dans des secteurs d'activité qui vont très très vite. Donc du coup le problème, la différence entre un retail et une DNVB, c'est que la DNVB elle part d'une feuille blanche, donc du coup en fait elle peut écrire ou structurer sa boîte à partir d'aujourd'hui. Alors que le retailer, historiquement, donc le retailer historique, du coup, il a un réseau, il a des collaborateurs, donc qui sont salariés depuis un certain nombre d'années, avec des localisations qui marchent peut-être plus, et bien évidemment des systèmes d'information ou des outils en fait technologiques qui du coup en fait sur lequel il a capitalisé, il a créé des connecteurs, et tu n'as peut-être pas envie de détruire ou de raser ta maison et de la refaire en fait tous les 4 matins parce que tu l'as toujours pas amorti. Et en gros forcément la DNVB a beaucoup plus d'agilité en fait, puisque encore une fois elle arrive sur une feuille blanche, mais c'est un peu l'histoire de la bourse. Si tu rentres, t'as pas perdu tant que t'es pas sorti, mais à un moment il va falloir sortir pour rentrer ou accuser ta perte pour passer à autre chose, plutôt que de gangréner quelque chose et d'augmenter ta dette en fait dans le temps. C'est très compliqué psychologiquement. Il y a aussi d'accepter en fait de réinvestir encore une fois dans un écosystème économique qui est pas forcément très bon. C'est sûr que le Covid il a accéléré la croissance de transactions sur le digital. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de la population en fait qui s'y est mise, et qui était plutôt fragile, elle n'a pas eu le choix. Et à contrario, bien évidemment, ça a un peu freiné, voire stoppé complètement le trafic en fait dans le réseau. Mais dans toute crise, en fait, il y a quand même un phénomène d'accélération qui se produit et qui peut sortir du bon. Mais on est d'accord, on l'a bien vu. Voilà. Donc, mais juste, puis ça force aussi les gens à se challenger et se réinventer en fait. En fait, il y a une nécessité, c'est pas un besoin. Il y a une grosse différence entre les deux mots. C'est nécessaire en fait de réinventer le commerce. Et nous, on est un peu au cœur de tout ça. Et on a un devoir, en fait, c'est d'accompagner en fait un peu ces gens-là pour les aider, ces prospects, ces marques et ces enseignes pour les aider là-dedans. Mais attends, je suis complètement d'accord. Tu disais quand même quelque chose qui est important en prenant la parole, c'est finalement ce qui compte, c'est quand même le client final. On est d'accord. En fait, j'ai même commencé par ça. Oui. Je peux Parce que le besoin de la marque ou de l'enseigne, c'est le besoin de son client. Et j'ai l'impression, et dis-moi si tu partages cette impression, que finalement, avec ces bientôt 2 ans de Covid, ou je ne sais pas combien de temps, enfin là j'ai l'impression que c'est interminable cette histoire, pour info on est le 29 juillet quand on enregistre 2021, quand on enregistre l'épisode. Finalement, les consommateurs ont en quelque sorte un peu repris le pouvoir sur la distribution. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les distributeurs traditionnels imposaient un modèle. Et on peut parler, par exemple, de l'hyper, si on prend de la grande distribution, tu vois, où on t'impose de venir faire tes putains de courses dans un énorme hypermarché et... Tu peux dire des gros mots ? Okay. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, pas de problème, je veux dire des gros mots. Et qu'aujourd'hui, le consommateur, il a repris du pouvoir en disant « Non, mais attends, moi, ton expérience d'achat là, que tu m'imposes depuis longtemps, j'en veux plus. J'ai vu autre chose. » Et ça force les historiques à se réinventer. Et ça fait éclore des nouveaux entrants. Non, mais c'est exactement ça, effectivement. Je pense que tu as parfaitement raison. Je ne l'ai pas forcément appréhendé également, en fait, avec autant de hauteur. Bon, allez, si on a eu un petit problème technique de pile dans mon maudit enregistreur. Donc, Brice, en fait, on était en train de se dire qu'effectivement, le commerce, et j'avais dit un gros mot, nous était imposé. En fait, l'expérience d'achat nous était un peu imposée par des distributeurs, les retailers, et que finalement, les consommateurs, aujourd'hui, grâce à
à la crise sanitaire, ont en quelque sorte un peu repris du pouvoir et imposé un schéma nouveau d'expérience d'achat. Voilà. Exactement ça. Alors après, grâce à la crise sanitaire, est-ce que c'était pas quelque chose qui allait arriver tôt ou tard? Non, mais c'était sous-jacent, on est d'accord. Voilà, et effectivement, après, tout ce qui se passe et tous les outils de communication, on va dire, qui sont liés, c'est sûr que c'est complètement dingue. C'est assez dingue. Et donc voilà, et donc les marques et les enseignes ont besoin de se réinventer en fait dans cet écosystème à la fois social, économique et technique, hein. Et c'est pas simple pour celles qui avaient un historique en fait technologique et c'est pas si simple non plus, hein, en fait fondamentalement. Un petit call ce matin avec une marque que je ne citerai pas, mais qui du coup va passer les 3 millions d'euros et a des vraies problématiques. C'est qu'est-ce que je prends comme ERP, qu'est-ce que je fais avec mon outil de gestion logistique, je veux replatformer ma solution e-commerce, comment tout ça va s'infrastructurer, comment tout ça va se connecter, comment ça doit marcher. Il y a tellement de métiers, c'est complètement dingue. Ouais, et ça, je suis bien d'accord avec toi que rares sont finalement les consommateurs finaux qui imaginent l'ensemble de la chaîne de valeur du commerce quand dans sa partie digitale, puisque souvent ils sont en fait derrière leur page de checkout en train de valider la commande. Ils ne s'imaginent pas tout ce qui a été fait avant et tout ce qu'il y a à faire après. Quand ils y arrivent, hein. Quand ils y arrivent. Quand on a réussi à les éliminer. Et ça, c'est important. Justement, la transition est toute trouvée pour parler justement de ce que tu proposes en fait avec WShop. Tu as commencé à nous expliquer comment dire, le chemin qui t'a amené vers du transactionnel. Là, tu viens de nous annoncer 2-3 trucs du style les ERP, finalement, les technos. En introduction, je donnais des mots-clés, POS, PIM. Alors voilà, y a, le POS, c'est par exemple le moyen de paiement en magasin. Tu parlais les bornes, tu parlais des différents canaux. Aujourd'hui, comment tu décris les besoins, là tu as commencé à le faire, mais va plus loin, les besoins de tes clients, de tes prospects, et comment tu y réponds? Alors le besoin du client de nos clients, c'est encore une fois, juste pour revenir à l'essentiel, hein, de pouvoir commander un produit le plus simplement possible, avec le moins d'irritants possible ou de force de frottement, et donc de prendre du plaisir à acheter quelque chose. Alors, ça peut paraître dingue ce que je suis en train de dire, mais en fait, j'ai acheté une poivrière sur internet et en fait je suis hyper contrarié parce que du coup ils m'ont gâché mon plaisir de l'achat, puisqu'elle est arrivée pétée comme elle était dans une enveloppe, et ils ont eu le culot de me demander en fait pourquoi je leur ai pas dit dans les 24 heures. Donc ça fait partie de l'expérience client, mais en fait on rattache tout comme ça. Nous on a créé un produit par rapport à notre propre utilisation en fait de tous les jours. Enfin je crois que c'est vraiment ça. Et du coup notre ambition, je peux parler de prétention parce que ce qui nous fascine, c'est de se remettre en cause en fait tous les matins et d'être dans un secteur d'activité qui évolue en permanence, à la fois technologiquement ou fonctionnellement parlant. Mais la prétention, c'est d'accompagner en gros ces marques et ces enseignes à fluidifier l'expérience de leurs clients. Mmh. C'est aussi simple que ça. Donc tu retires des irritants. Exactement. En gros, on leur règle leurs problèmes pour atteindre en fait un niveau de satisfaction admissible. Alors pourquoi je parle d'admissibilité, si je peux me permettre, c'est que des problèmes on en a tous. On n'est pas en train de dire que en fait on est des magiciens de tout ça. Des écosystèmes, chacun a son écosystème, ses infrastructures, sa techno, ses prestataires, ses partenaires. Et nous, notre job, en fait, c'est d'être capable, en gros, de très rapidement de faire une cartographie de tout ça, de voir comment on va s'imbriquer avec le logiciel sur les différents outils ou éléments technologiques un peu structurants, hein, encore une fois, ou physiques, hein, puisque... C'est hyper important ce que tu dis, parce qu'en fait, tu n'as pas développé une plateforme SaaS avec des API en disant tiens, voilà l'API, démerde-toi pour l'intégrer dans ton système. C'est pas ton approche, si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est de dire, de toute manière, il n'y a aucun environnement tech qui se ressemble d'un client à un autre, même s'il y a des éléments communs, bien sûr, mais tous ont soit du sur-mesure, soit des logiciels différents, soit plein de raisons. Et donc, vous dites, on mappe tout ça, on comprend et
on vient s'intégrer finalement de façon très smart dans l'existant. En tout cas, c'est la prétention qu'on a. Voilà. Et ça, effectivement, c'est assez disruptif puisque aujourd'hui, on va avoir des solutions SaaS. On arrive, on prend un abonnement, débrouille-toi, prends un intégrateur. C'est une de nos particularités, c'est qu'on est éditeur intégrateur. Et pour l'instant, on va le rester. Et on a certains de nos concurrents qui sont en train de faire un rollback justement en intégrant directement leurs solutions. Ça existe depuis Mathusalem, mais dans le commerce unifié, pas trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement des solutions de comptabilité ou des ERP, généralement l'éditeur est intégrateur. Et nous, dans l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui, il y a l'éditeur PrestaShop, Shopify, Magento, Salesforce Cloud Commerce et d'autres. Et vous avez des intégrateurs qui, du coup, vont intégrer ces solutions et ce n'est pas intégré en direct par l'éditeur. Voilà, ça, c'est une particularité qu'on a. Et donc, du coup, pour corroborer ce que tu disais, on a, entre guillemets, une obligation de résultats, parce qu'on considère qu'on connaît notre métier, donc on ne vend pas des jours hommes, on fait un forfait et on s'engage à brancher cet ensemble pour que ça génère de la transaction, puisqu'on est rémunéré là-dessus. Voilà. Ça, c'est le setup. Ça, c'est le setup, mais qui est structurant en fait pour le succès, puisque en gros, si on n'a pas bien cartographié, ça ne va pas marcher ou ça va générer de la TMA. Si ça ne marche pas, le client du client il n'est pas content, et s'il y a de la TMA, c'est que ça ne marche pas et le client du client il n'est pas content. On en revient en fait encore une fois à l'origine du besoin. TMA, tierce maintenance applicative. Exactement. Pour ceux tout ce qui est, excuse-moi, la maintenance. tout ce qui est support et aller chercher. Et pareil, ça fait partie de la valeur ajoutée. On fait le support de notre solution, mais comme on est un peu, complètement central dans ces écosystèmes, on fait également la maintenance entre guillemets des tiers. Et on fait la recherche de fuite, ou la recherche de panne, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça, c'est toujours tricky comme truc, parce que... c'est un cauchemar. Ah oui. Pourquoi ? Parce que finalement, on te dit, oui, mais si ça marche pas là, c'est parce que tu es intervenu à tel endroit. Non, c'est pas un peu... Ah mais c'est complètement ça. Et du coup, en plus, c'est des débats d'experts, avec le client qui est au milieu, qui n'a pas la connaissance et qui n'a pas à l'avoir. C'est ça qui est dingue. Technique entre les différents prestats et voilà, nous pareil, et c'est ce que je défendais ou débattais ce matin encore, parce que le prospect avec lequel on a échangé, on veut replatformer donc notre solution d'e-commerce, alors oui mais non, parce qu'en fait vous avez 6 magasins, donc vous avez besoin de l'e-commerce plus des briques digitales, donc les réservations, click and collect, post comme tu as dit tout à l'heure, etc. Mais en fait, voilà, nous on a une solution qui est verticalisée, c'est-à-dire qu'on a ces deux environnements qui sont dans le même bloc. Donc d'abord, il était très étonné de ça, mais il n'a pas approché en fait avec le besoin de son client. Il a approché en disant, on a une solution de RP qui s'appelle StarMag pour ne pas la citer, mince je l'ai cité. C'est très 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 compliqué. Donc on sent en fait que le client il a hyper souffert en fait de son truc pour le brancher sur son PrestaShop. J'ai pas de WMS, donc en fait mes commandes elles sont préparées à la main, directement avec une mise à jour de statut en fait dans le PrestaShop. Et on a senti en fait que c'était souffrance quoi. C'est un peu moi qui fais des travaux. Tu vois. Après, c'est souffrance. Ouais. et il n'a pas envie de revivre ça, donc il va choisir son prestat ou son partenaire ou sa solution technique en fonction d'un historique, du moindre effort pour aller la mettre sur son ERP. Et tu vois, on en revient un peu à ce qu'on disait. Donc DNVB, enfin historique, on va dire, donc marque plutôt digitale que retail historiquement. Grosse croissance, quoi. Donc encore une fois, je me permets parce que bien évidemment, j'ai pas donné le nom. Ça fait 2,5, 2,6 millions d'euros versus 50% de moins l'année précédente, avec un chiffre d'affaires global plutôt dans les 15. Donc on va approcher du 25-30% en fait sur du transactionnel digital. Et en gros, aujourd'hui, effectivement, il a une solution ils ont une solution qui leur coûte pas cher, toute petite équipe, une capacité incroyable, puisque la boîte elle peut passer de 2,5 à 10 en fait, si justement elle est accompagnée en fait en lui enlevant toutes ces formes de frottement, toutes ces souffrances et tous ces problèmes qu'elle n'a pas à gérer. Parce que pendant qu'elle fait ça, elle fait pas quoi ? Elle fait pas de commerce. Elle ne s'occupe pas de ses clients, mais c'est finalement, tu disais, surprenant de la part d'une DNVB de venir vouloir régler un problème en fonction des contraintes tech organisationnelles et pas en fonction de l'expérience d'achat. Tu serais malheureusement surpris. Encore une fois, la perception qu'on a et ce qu'on voit, c'est complètement dingue.
Les DNVB, particulièrement les DNVB, en fait, considèrent que effectivement la partie tech doit faire partie de l'actif de leur entreprise. Donc, alors, ça, c'est complètement dépassé, puisque en fait, on n'est pas du tout, contrairement, et moi je me souviens encore même il y a 3 ou 4 ans, euh, avec Magento, qui pour info ne s'appelle plus Magento, hein, ça s'appelle Devenu Cloud Commerce. Adobe Commerce, tout court, même maintenant. Donc Voilà. ça corrobore en fait toute Ouais. notre discussion. C'est passé un peu inaperçu, mais vous inquiétez pas, ils vont faire un peu de com. D'ailleurs, Salesforce Cloud Commerce, donc c'est pour ça que le cloud il était interfacé. Et en fait, si tu veux, on est vraiment dans une stratégie d'externalisation. L'idée, c'est pas de réinventer l'e-commerce. Donc, on prend une solution qui existe. On va pas aller s'embêter à prendre des développeurs pour aller réinventer la poudre. Surtout avec la vitesse à laquelle ça se transforme tous les jours. J'ai pas dit toutes les semaines, j'ai dit tous les jours. On a un nouveau truc qui arrive et qui émane en fait de la communauté de nos clients, nos partenaires, de nos prestataires ou de nos équipes. Et on reviendra sur ce point parce que c'est un point qui est très structurant. C'est cette agilité ou cette capacité à transformer le produit en permanence qui fait qu'on reste devant les autres. Et qui fait aussi partie en fait des éléments très disruptifs en fait sur le marché, qui ne peut pas être fait en interne, chacun dans son coin. Et dans le modèle qu'on a, qui est très très vertueux, puisque c'est inclus en fait dans Labo, ce qui paraît assez rare en fait dans ce qui existe, voire inexistant dans ce qui existe aujourd'hui. Donc tout est sassifié maintenant, hein, très clairement, et c'est un peu le modèle de Presta qui doit trouver un modèle de rémunération à Labo. Voilà, il faut que aussi les À éditeurs l'abonnement. voilà, pardon, à l'abonnement. Du coup, toutes ces solutions sont absolument géniales, hein. Il n'y a pas de prise de jugement ou quoi que ce soit. L'important, c'est, j'ai souvent ce discours-là d'ailleurs, parce que je suis probablement le pire des commerciaux de ma boîte. L'important, c'est qu'il y ait match. Il faut que le client il trouve la solution ou le partenaire dont il a besoin, et c'est ça qui va faire qu'il va réussir. Et le prestataire, c'est pareil, parce qu'on parle souvent du client, on ne parle pas souvent du prestat. Nous, on est tellement impliqués avec nos clients, parce qu'encore une fois, on n'a pas un modèle de mass market, hein, on a un modèle en fait, entre guillemets, de niche, dans le sens où on a une scalabilité qui est prévue. Aujourd'hui, on embarque une cinquantaine de clients, on doit en embarquer entre 100 et 150 dans les 5 prochaines années. Mais quand on parle de soft sur étagère, comme tu disais tout à l'heure, en fait, et les solutions SaaS où on arrive à ses clés en main, bah en fait, le client il est complètement autonome, il vient, il s'inscrit en ligne et puis il se débrouille avec un intégrateur. C'est pas notre modèle. C'est pertinent ce que tu dis, parce que je ne crois pas que ça puisse être autrement, finalement, pour scaler ton business. Dire à quelqu'un, tu te débrouilles avec, finalement, avec ces connecteurs, et puis moi, fini. Alors, c'est quand même un peu le marché de tout le monde, hein. Ah oui, c'est le marché sur lequel beaucoup de gens vont. Mais crois-moi que parmi les solutions SaaS dans le commerce unifié, et je sais de quoi je parle, c'est pas facile. Ben, en fait, oui, et on en revient à quel est l'effort, parce que ça marche au final. Mais c'est quoi l'effort que doit générer ou réaliser la marque en fait pour arriver au bout du bout en fait d'avoir un produit qui lui convienne. Mais tout ça est encore une fois extrêmement humain et absolument passionnant. En tout cas, nous, on a besoin de cette relation extrêmement constructive avec nos clients et du coup d'intégrer cette communauté de clients qui communiquent, on crée des événements et qui partagent leurs problèmes sur la solution et bien évidemment surtout sur le reste et qui nous permet à nous d'écouter, de récolter et de nous permettre de reconstruire notre roadmap en permanence. Pareil, c'est extrêmement atypique, hein. Normalement, les roadmaps sur de la solution tech, pour avoir fait quelques petits audits sympathiques dans les derniers mois. Alors, on reviendra peut-être là-dessus à la fin parce que c'est une bonne nouvelle. Du coup, normalement, une roadmap, c'est écrit sur les 24 à 36 prochains mois. C'est très structuré. Il y a une équipe de roadmap, machin. On n'est pas du tout structuré comme ça. On est en permanence alors on n'est pas déstructuré, on est à l'écoute du marché. Mais si demain j'ai un client qui a une idée géniale ou quelqu'un de l'équipe qui a une idée géniale, en fait, tout le monde est product owner et que en gros, ça peut ramener du business, on va la reprioriser dans notre roadmap et on va déprioriser un truc avec moins de valeur. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, ta roadmap, Elle est construite par nos clients. Elle est construite par vos clients. Oui, monsieur. Et donc, enfin, par les clients de nos clients, du coup. Ouais. T'as des mises à jour qui sont quoi, mensuelles, qui sont trimestrielles. On a des mises à jour hebdomadaires, aussi aberrant que ça puisse paraître. Alors après, on pourra dériver là-dessus, mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on fait une mise à jour toutes les semaines, on a généralement une majeure par mois, et après on a des gros modules qui seront plutôt trimestriels pour aller dans ton sens. Typiquement, nous, on vient de la Presta, ensuite on a fait de l'e-commerce,
Et ensuite, on a développé et déployé en fait des briques digitales dont j'en parlais tout à l'heure. Là, on est en train de déployer quasiment 2500 points de vente avec des outils de Ship from Store. Donc, Ship from Store, ça veut dire quoi? On transforme la boutique en logistique. Et la pièce qui était dans telle boutique et on va pouvoir l'expédier. Donc, on va mettre à disposition des outils en fait au magasin, différents bien évidemment d'un outil logistique central entrepôt, pour que le magasin soit capable de réaliser une vente à distance. Et donc de gagner de l'argent à conduite du changement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait c'est de là que tout part en fait au final. S'il n'y a pas une intention de conduite du changement qui vient de la direction de l'entreprise, c'est intransformable. On en a parlé quand on a préparé l'interview au téléphone, Oui. Et c'est pour ça que tu le mentionnes, effectivement la conduite du changement, puisque ça veut dire que les vendeurs des points de vente vont devoir jouer un rôle nouveau dans le commerce avec la préparation des commandes, l'expédition aussi, c'est ça? Oui, mais en fait comme il prépare une commande à quelqu'un qui passe la porte de la boutique, il prépare une commande à quelqu'un qui est de l'autre côté d'un écran et il faut lui mettre à disposition le transporteur qui va venir le piquer. Mais ça, en fait, ça ne peut être réussi que s'il y a une stratégie de communication en amont dans l'entreprise. Parce que c'est quoi la conduite du changement? Super, donc changement, conduite. Attends, bouge pas, je réfléchis 2 secondes. Le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a une impulsion de la direction du management qui va expliquer la nécessité, je reviens sur ma nécessité de transformation de l'entreprise, en fait, pour la pérennité et continuer qu'elle croît, en fait, et qui va... mais encore une fois, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de marques en fait qui vont pas rémunérer les magasins sur les ventes ou les expéditions qui sont réalisées. Comment vous voulez qu'elles soient impliquées en fait dans le process? Et ça dépend si c'est un modèle intégré, si c'est un modèle de franchisé, puisque là aussi etc., on va rentrer dans des trucs encore plus complexes. Mais du coup, il y a quand même moyen justement indirectement pour ceux qui ont compris ça et qui le mettent en place en fait dans leur structure de manière agile et avec du bon sens. Tu verras que ça, c'est mon mot-clé depuis quelques années. Et je vais revenir sur cette histoire d'update et de mise à jour. Parce que là, il y en a peut-être quelques-uns qui se disent mais il est complètement fou et il met à jour. Donc on est monolithique, on est monoversion pour info. Donc tout ce qu'on développe en fait est disponible pour tout le monde. Donc il y a vraiment cet aspect communautaire qui est très très fort. Et donc du coup d'aller pousser des mises à jour on fait quand même... j'espère qu'à la fin de l'année, on va terminer avec 250 millions d'euros de volume de transactions en fait, sur les plateformes et on a une ambition à plus de 650 millions d'euros en fait, à 3 ans. Donc quand tu pousses des mages, forcément, alors, du développement continu, etc., etc. On ne va pas rentrer dans la partie technique, mais forcément tu peux avoir des effets de bord et atteindre ce qu'on appelle le risque zéro sur une mise à jour est impossible. Ouais, comment en fait finalement c'est TCSM qui accompagne les clients, j'imagine, pour les recettes, puisque une mise à jour, peut-être pas hebdo, mais enfin au moins les mensuels et certainement les trimestriels demandent une recette de la part de vos clients. Alors, on a en fait alors je vais répondre en 2 temps. La première chose c'est comment on fait. On part du principe qu'on ne peut pas, c'est impossible, le risque zéro n'existe pas, d'accord? Et moi j'ai eu la chance de côtoyer le petit monde de l'aéronautique privé dans le sens amateurisme il y a longtemps et ça m'a permis en fait de mettre en place de la méthodologie aéronautique à l'intérieur de l'entreprise et du logiciel. Alors comment fonctionne l'aéro? En fait un accident c'est une suite d'incidents mal gérés. Un accident, c'est une suite d'incidents mal gérés. Donc, en gros, il ne faut pas refuser l'incident. Il faut savoir gérer l'incident. Exactement. Ouais. Et vous savez quoi? Enfin, ce qui est assez drôle, et là, malheureusement, on a eu l'info hier, il y a un de nos concurrents qui a eu un problème d'intrusion. On en parle beaucoup en ce moment, et c'est pareil, les clients... vous imaginez même pas en fait les infrastructures qu'on a, parce qu'on est hébergeur, on a nos propres adresses IP, nos infrastructures, etc. Dans le sens où on est vraiment une vraie solution SaaS, pour info. Je rigole tout seul. Et du coup, en fait, on est depuis le confinement, il y a eu un gros phénomène d'accélération, en fait, puisqu'il y a un business qui s'est développé sur la rançon, en fait, sur le hacking digital. Et de croire demain que ça ne peut arriver qu'aux autres, c'est de la folie. C'est de la folie en fait. On a des clients qui ont été impactés. Bouygues, donc le bâtiment a été impacté, a été stoppé. On a Camailleux qui a plus de site web pendant presque 3 semaines, qui a très bien communiqué dessus pour le coup, avec une transparence totale. Et on a Facebook et Google qui sont malheureusement qui sont les cibles en fait d'attaque en permanence. Et nous aussi en fait. Ce que je veux dire par là, c'est de croire que ça peut arriver qu'aux autres, ça n'existe pas, et de croire qu'on ne fait pas d'erreur, ça ne peut pas ne pas exister. Surtout qu'on a des boîtes qui boostent et dans les volumes de business qu'on fait aujourd'hui. Donc attends, reviens sur la roadmap. Donc je reviens. Je reviens sur la roadmap. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on pousse de la mise en ligne, en gros, on a des systèmes d'écouteurs
qui nous permettent de voir en fait s'il y a des effets de bord. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un centre de contrôle qualité en amont, et ce qui veut encore moins dire que ce n'est pas les CSM. Donc on a un centre de contrôle qualité, après on a des CSM qui font une recette, ensuite on a des environnements de pré-production pour que le client puisse recetter en fait sa mise en ligne, et après on a des jours de mise en ligne spécifique. Pourquoi ? Parce qu'on ça va paraître assez débile, mais tout ça est plein de bon sens. On ne fait pas de mise en ligne le vendredi, la veille de jour férié, tu vois, parce que sinon après le dimanche, quand on me réveille à 7h, c'est fatigant. Donc, vous l'avez compris, je suis complètement accro de mon taf et de la solution et de mes équipes et de mon métier au final. Et donc, je prends beaucoup de plaisir à être impliqué dans toute la partie opérationnelle. C'est ce qui me permet de maintenir ma compétence. Parce que si c'était pas le cas, et je pense que j'ai une chance assez incroyable, c'est que j'ai une vision très opérationnelle du produit et à la fois très stratégique de par le lien que je tisse en fait avec les directeurs des différents. D'ailleurs, à ce sujet, tu parles des équipes 2 secondes. Aujourd'hui, WShop, c'est combien de personnes ? Alors, on est un peu plus d'une cinquantaine aujourd'hui à Paris, et toujours dans ce côté très atypique de l'entreprise. On a une vingtaine de collaborateurs historiquement sur l'île Maurice depuis une dizaine d'années. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait des difficultés à recruter des profils tech, et du coup, on avait externalisé ou créé en fait une sorte de filiale en fait sur le territoire mauricien. Pour l'anecdote, rien à voir. C'était pas prémédité. J'ai eu la chance d'être invité à jouer au golf, mais non, je ne joue pas du tout au golf. Par un ami à moi, et du coup c'est comme quoi mais t'as passé les 40 ans, donc les golfeurs ils disent tiens c'est bon t'as l'âge, tu peux y aller. Moi, j'avais pas 40 ans justement, j'étais beaucoup plus jeune que tout le monde, et du coup j'avais 33 ans, et voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui nous a permis de nous installer, et on a commencé à 1 ou 2 ou 3, et on est installé sur l'île depuis maintenant presque 10 ans, et c'est une équipe que j'appelle d'excellence. Et qui est très structurante puisqu'elle fait toute la partie launch, hein. Donc c'est les Mauriciens, les équipes techniques mauriciennes qui font toute la partie front office et qui déploient du coup les fronts du WShop. Pour la plupart de 80% de la production est faite là-bas, et on a un super, pour ceux qui nous écoutent, on a monté un super deal avec Le Wagon, qui est le leader mondial en fait de la formation rapide, accélérée, tech, dev. Exactement. Du coup, pour proposer aux Mauriciens, donc on souffert énormément en plus de ça, de la crise du Covid avec la fermeture des frontières, il n'y a plus de tourisme, etc. Donc voilà, on a créé un partenariat, on finance les formations en fait des étudiants ou des gens qui souhaitent se reconvertir via Le Wagon, qui est, franchement ils sont topissimes, et pour intégrer donc les équipes mauriciennes. Donc on a énormément d'ambition, hein. On est en train de recruter 50 personnes à l'île Maurice. Ah oui. Ah oui. Donc pour répondre à ta question, on a un gros plateau technique, hein. Donc on a plus de 25 développeurs ici, plutôt R&D en fait, back-end en fait sur Paris. Et donc 20 personnes à Maurice, et on souhaite effectivement recruter une cinquantaine de personnes supplémentaires là-bas, et sans trahir de secret, on prévoit également de créer en fait d'autres points d'intégration, donc soit en faisant de la croissance externe, donc en achetant des intégrateurs tout simplement, pour continuer en fait d'augmenter notre capacité de production, et ou en fait recréer en fait une unité de production comme on l'a fait à l'île Maurice, donc soit en France, pourquoi pas dans une autre ville que Paris, de part en fait aujourd'hui, je pense que ça aussi c'est si on continue à parler de tout ça, on est ensemble toute la journée, mais voilà, moi je faisais déjà énormément de télétravail, c'était pas dans les mœurs, maintenant c'est complètement rentré dans les mœurs, pour aller ouvrir une boîte à Marseille, à Nice, et proposer en fait pas Dunkerque ou Cherbourg. Cherbourg, moi j'adore la Bretagne, je trouve que c'est absolument splendide. Le seul problème, Cherbourg c'est la Normandie, mais c'est pas grave. Excuse-moi. C'est pas très loin, le Cotentin. T'exagères quand même. On doit pas être loin. Attends, bouge pas, je vais sortir une carte. Non, mais plus ça, oui, c'est vrai que Cherbourg en plus c'est pire que le sud de la Bretagne. Ok, j'arrête, je sors. Et c'est pas très loin des Anglais, que j'adore au passage. Donc en fait, voilà, pour répondre à la question, après on a un gros pool de CSM qui sont vraiment un point de pivot organisationnel très 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 important dans la relation client, la gestion des plannings, qui doit avoir des compétences diverses et variées, à la fois techniques, humaines, parce que voilà, on communique avec des homologues en fait chez nos clients. C'est absolument fascinant en fait, encore une fois, toutes ces relations humaines avec des profils complètement différents. Et puis, disons-le,
on a gardé dans le groupe une activité d'agence, puisque Web Population existe et booste aussi en fait en parallèle. On propose des prestations complémentaires aux clients qui ont la solution technologique sur de la partie créative ou de la partie média, mais uniquement aux gens qui ont embarqué en fait le Debelou Shop. Ok. Voilà. C'est structurel parce qu'on ne veut pas perdre de temps à régler. Comme on a des plans de tracking qui sont certifiés, etc., etc. Enfin voilà, tout est déjà préparé. Du coup, on est extrêmement efficace quand on travaille sur notre périmètre technologique. Et parce qu'en fait, faire du média à la performance, c'est quand même beaucoup de tech, on va pas se mentir. C'est la capacité à faire de la base repoussoir en fait en temps réel sur du Facebook ou du Google, faire du lookalike, c'est-à-dire envoyer en temps réel en fait les meilleurs clients pour que vous scopez les meilleurs clients, être capable d'envoyer les produits, les catalogues produits, tout ce qui est flux en fait, interfaçage de données et structurant en fait pour faire correctement des campagnes clairement sur tous les leviers en fait digitaux connus. Exactement. Donc voilà un peu comment on est structuré. Eh ben, merci pour ces informations. On va passer sur le point final qui est justement celui du cas client. On évoquait deux noms, je vais te laisser les citer pour pouvoir bien comprendre finalement comment se déploie la proposition de valeur de WShop. Le premier est, je crois, une de mes invitées, on l'a dit en introduction, Lisa de Jonac qui est venue. Et puis le deuxième dont tu voulais parler, c'est Esperide. Esperide. Donc effectivement, pour bien montrer que il y a des périmètres métiers, enfin ça s'adapte parfaitement en fait à des secteurs d'activité différents. Voilà. Et encore une fois, à l'intérieur de ça, bien évidemment, soit marque ou enseigne retailer, soit de la DNVB. Alors Jonac, qui est vraiment pour le coup une très belle étude de cas. Et un très 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 bel exemple en fait dans la montée en puissance du logiciel et du client en fait. Voilà, c'est assez fusionnel avec les équipes de Jonac et c'est une très très belle réussite voilà, aujourd'hui. Mais fondamentalement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le redire, c'est surtout la capacité à la marque de s'être transformée en fait. Ouais, parce que Jonac, c'était vraiment des magasins avant de devenir. C'est une marque à 80 ans, et voilà, on va pas les citer, on les cite ou pas, Minelli, non, on les cite, je les ai cités. Voilà, il y a des marques qui sont plutôt en croissance et il y a des marques qui sont plutôt malheureusement en décroissance et qui ont des difficultés parce que la direction, et on revient à cette conduite du changement, n'a pas su en fait se réinventer. Et ça, c'est la force de Jonac, parce que c'est familial. C'est le grand-père de Lisa qui a monté Jonac, si je ne dis pas de bêtises. Et avec son frère, aujourd'hui, elle arrive à impulser ce changement. C'est exactement ça. Ce qui est encore plus difficile, et tu fais bien de le souligner, je pense, dans une entreprise historiquement familiale et encore à taille humaine. Effectivement, Lisa est plutôt sur la partie digitale, Marcel est plutôt sur la partie magasin, et leur papa, en fait, bien évidemment, coordonne cet ensemble historiquement et encore aujourd'hui. Ce qui est incroyable, et c'est pour ça que je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. Nous, encore une fois, on est là pour accompagner nos clients et leur effacer, on va dire, les irritants et tous les efforts qui sont nécessaires pour aller dans ce secteur qui n'est pas le leur et qui n'a pas à l'être en fait. Voilà. Mais encore une fois, la désirabilité, l'attractivité de la marque, c'est pas nous. Enfin, voilà, ils ont réussi à transformer effectivement un peu cette marque retail en fait en DNVB. C'est ça qui est assez incroyable. Et alors, finalement, toi, dans cette affaire-là, qu'est-ce que tu leur apportes ? Alors, nous, on est arrivé au tout début de cette stratégie de transformation où donc ils avaient un Magento avec une équipe assez légère en interne, mais il y avait de mémoire un développeur, voilà, avec quelque chose, parce que c'est compliqué, effectivement, quand vous avez quelque chose qui marche, qui ne vous coûte pas très cher, alors je déteste ce mot, ou en tout cas, qui n'est pas une source de coût ou d'investissement, on va plutôt parler d'investissement, en fait, vous vous dites pourquoi vous voulez que ça change, etc. Ils ont quand même eu cette capacité un peu visionnaire de se dire, bon, on va s'équiper en fait avec des outils qui vont me permettre d'aller plus loin, et c'est pas une charge, mais un investissement. Conversation de ce matin également avec le prospect. Et à partir de là, ça faisait 1 million d'euros en volume de transactions en ligne. Et donc nous, on est venu, on a replatformé le front, on leur a mis à disposition du coup le Debelou Shop au niveau du bac et toutes ses fonctionnalités, donc PRM, CRM, ICRM, les outils de merchandising, donc pour faire de la promo, pour faire du classement produit intelligent,
la création de contenu. Si vous avez l'occasion, allez jeter un coup d'œil, c'est pas mal. On a livré une petite Evo là, il n'y a pas très longtemps qui est assez canon. On a monté un deal avec Vimeo. En fait, vous pouvez mettre des petites vidéos en fait, sur les fiches produits qui donnent un vrai dynamisme. En fait, c'est canonissime. Plutôt d'avoir quelque chose d'assez statique, on le sait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ça qui marche. Donc pourquoi on met pas de vidéo en fait sur un cataloguing quoi, hein, voilà, et ça fait l'effet waouh, alors que c'est un truc qui nous a pris une demi-journée à dev quoi, c'est drôle. Et en plus la charge elle est prise par le player parce qu'on n'avait aucune vocation à redévelopper un lecteur en fait, hein, et encore moins bien que les autres. Et donc voilà. Et donc au fur et à mesure, elle a changé sa logistique, elle s'est repositionnée. On gère aussi la partie média, donc on fait en fait, alors il y a une attractivité, une désirabilité à la marque encore une fois qui est assez forte. Donc il y avait pas mal de trafic en fait qui était lié à la notoriété de la marque. Nous on est venu en fait renforcer ça pour la faire découvrir. Ils ont eu en fait encore une fois cette intelligence de créer en fait une vraie plateforme tendancielle avec tout ce qui est influence et influenceurs, que nous on gère pas du tout et pour le coup qui a été piloté de l'interne, là où il y a une vraie valeur ajoutée, un vrai savoir-faire. Et ça, je pense que ça pêche en fait sur pas mal de marques qui savent pas trop où aller. Est-ce qu'il faut sponsor, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut pas payer, est-ce qu'il faut filer des produits, faut pas filer des produits, est-ce qu'il faut payer un billet à 30 000 balles à quelqu'un qui est ultra connu en fait. Mais ouais, ça se cherche encore un peu. Alors après, j'ai un copain qui s'appelle Jérémy Splasher qui est plutôt, que je connais bien. Voilà, qui est avec Franck. exactement. Qui vient de la partie média et voilà, et qui bosse aussi pour Lisa. Voilà, clairement, ça, c'est des partenaires qui sont forts pour nous et en fait, ça crée un écosystème intelligent, plein de bon sens, très transparent. Enfin, c'est génial. Voilà, elle a vraiment bien fait cette partie-là et du coup, en fait, elle est partie clairement aller chercher de la génération Z et en gros, la marque aujourd'hui, elle est connue, on va dire, par un bassin de clientèle qui est beaucoup plus jeune. C'est assez incroyable. Et nous, on a été capable de l'accompagner là-dedans. Alors, encore une fois, avec eux, hein, puisqu'on a des rendez-vous mensuels, voire bimensuels, où on partage à bâton rompu en fait, des problématiques stratégiques. On vient de déployer le Figital et l'e-réservation il y a quelques semaines. Alors, l'e-réservation, il y a un peu plus d'un mois, et l'expédition des magasins, il y a quelques semaines. Voilà, qui nous crée, franchement, on a quasiment 30% des commandes maintenant qui partent des mags, là où il y avait de la rupture de stock qui était monumentale, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'est assez intéressant, donc nous on a une moyenne à peu près de, on va dire 85% de croissance sur tous les clients là, sur l'année N-1, donc drivé effectivement bien évidemment par le Covid, c'est sûr, mais aussi par la capacité du logiciel à être branché d'une certaine façon, qui fait que en fait, encore une fois, voilà, on va rentrer dans la problématique du stock unifié. Est-ce qu'il est unifié, il n'est pas unifié, il est unifié au central, est-ce qu'il faut l'unifier sur les magasins, etc. C'est quelque chose qui est structurant et vous seriez surpris, tu serais surpris en fait de voir le nombre de clients qui ne fait pas les chiffres parce qu'il n'a pas les stocks ou la disponibilité de leurs stocks. Et ça, c'est un truc, c'est un combat. Si tu regardes mes interviews là, que j'ai fait depuis quasiment un an, j'essaie d'expliquer en fait à tous les patrons de boîtes que le stock, en fait, il est pas dispo, quoi. Et c'est très compliqué par l'historique infrastructurel en fait de la techno, du logiciel, des réservations de stock. Voilà, on va créer un stock web, on va créer des stocks mag, on va faire des réservations pour les magasins sur le stock central. Enfin, c'est d'une complexité complètement folle. Alors, c'est très simple. On a eu un test en grandeur nature, ce qui s'appelle le confinement, un truc incroyable. Il n'y avait plus de réservations pour les magasins et on a vu les chiffres qui se sont complètement envolés. Et du coup, il y a eu une prise de conscience aussi. Du fait que les magasins se sont mis. En fait, ils ont aussi utilisé les magasins en click and collect, mais pareil. Non, mais même en expédition. Alors oui, mais nous, alors la stratégie avec Jonac, elle a été très claire. Hein, on a vidé les mags avant le deuxième confinement, parce que c'était fait vers une fois, et on a remonté tout au central. Comme ça, elle a pu, parce que les coûts d'exploitation quand même, en fait, de maintenir le magasin ouvert en termes de PNL, c'est pas forcément la meilleure solution. Et de proposer du click and collect ou de l'e-réservation, je pense que c'était pas non plus la solution, à tes souhaits. Donc du coup, si tu veux, voilà, il y a une vraie intelligence et une agilité relationnelle entre le partenaire et la marque qui font qu'on se challenge. D'ailleurs, l'outil de manque à gagner qu'on a développé, donc en gros, quand il y a un client qui vient sur le front office du Debelou Shop, il peut laisser son mail. Jusque-là, vous allez me dire, rien d'innovant. Quoique, en fait, il y en a plein où c'est pas possible. Donc, bien évidemment, en ICRM, le jour où le stock revient, ça envoie un mail au client qui a laissé son mail et ça lui dit, tiens, le produit il est dispo. Donc, super. Jusque-là, tout va bien. Mais dans le back-office, on a développé un petit outil
qui permet de mesurer le manque à gagner. C'est-à-dire qu'on prend le panier moyen sur la période, avec le nombre d'alettes sur la période, et je suis capable de te dire en fait qu'il y a par exemple 5000 personnes dans les 30 derniers jours qui ont demandé tel produit en telle couleur. Qui l'avait pas. Tu l'avais pas, donc je te le multiplie par le PM, 1 million, 2 millions, 3 millions. Quand tu fais, alors c'est à peu près 100%. C'est-à-dire qu'un client qui fait 1 million, il a à peu près, encore une fois sur les clients qui boostent, hein, il a à peu près 1 million d'euros en fait de manque à gagner. Tu as bien entendu, hein, 1 million d'euros. La même chose. Ouais, c'est à peu près 100 fois. C'est 2 fois, pardon, ça fait 100% en fait de manque à gagner. Et en gros, si tu veux, donc tu exportes ta liste, puis tu regardes tes manquants. Et là, c'est le drame. Hein. La plupart des manquants, ils vont être dans un magasin parce qu'ils n'ont pas unifié le stock ou mal unifié le stock, parce qu'il y a une problématique de tampon. L'unification des stocks, c'est vraiment un énorme challenge. Quand on est avec un réseau aussi dense, c'est réellement un challenge. C'est un challenge ou c'est une source de croissance mais c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut qu'il soit perçu. Ben on en revient au problème, c'est que dire c'est super de parler d'unification des stocks, mais en fait c'est tellement compliqué, on a des systèmes, il y a tout le monde qui nous dit que ça va coûter cher, ça va jamais marcher, machin truc et bidule, et les gens ils veulent pas préparer la commande, qu'au final en fait le patron il fait quoi? Il y va pas parce qu'il a peur quoi. C'est ça, le changement. L'éternel changement. Parle-nous un peu de l'autre cas. Hein, alors, Hesperide, rien à voir pour le coup. Voilà, juste pour terminer, excuse-moi, parce que j'aime bien finir ou clôturer le dossier. Donc sur Jonac, au final, aujourd'hui, c'était effectivement une marque de retail qui s'est transformée en DNVB. Aujourd'hui, ils ont une stratégie d'ouvrir des magasins dans des villes pour faire rayonner le web ou le digital en fait, donc créer une présence physique pour le web, c'est très innovant hein, dans le discours. Clairement, c'est pas du tout ce que je peux voir en fait dans d'autres clients. Et il y a bien évidemment des sujets internationaux. D'abord en Europe et pourquoi pas aller chercher plus loin et de réutiliser en fait encore une fois cette méthodologie qui a fait leur succès. Et aujourd'hui n'ayons pas peur de le dire, on approche les 40-45% en fait de chiffre d'affaires via un support digital, ce qui est très significatif. On va créer en fait un magasin test pilote digitalisé ou complètement digitalisé, pardon, rue du Colisée, donc à 30 mètres de nos bureaux, dans lequel on va vraiment utiliser le digital pour créer une expérience client. Donc on va mettre nos tablettes dans le magasin et on va faire tout ce qui est en fait, pour moi la prochaine étape, il y a une révolution sur la partie monétique digitale qui est en train d'arriver que personne ne voit arriver. Alors, il y a la double authentification là, qui a mis un bazar pas possible au mois de mai. Personne prêt, les banques pas prêtes, personne avec les téléphones, les applis, même moi c'est un cauchemar. Je peux même pas commander à bouffer en fait sans taper un code à rallonge, c'est complètement dingue. DSP2. Hein. Tout ça pour pas porter le risque. Break, c'est pas grave, on change de sujet. Et tout ça va être complètement révolutionné, on n'aura plus besoin. Moi je suis convaincu dans 6 mois il n'y a plus de TPE, il n'y a plus rien. En fait tu payes avec le téléphone portable. Et on parle de tout ça depuis des années, mais en fait dans la vraie vie c'est pas si omniprésent, en tout cas dans le retail, dans l'équipement de la personne. Non. C'est pas quelque chose qu'on voit. On a toujours des TPE. Voilà, il y a toujours un abonnement pour le TPE, les cartes, c'est qui est branché sur la caisse. Voilà, c'est encore très lourd tout ça. Et je pense qu'on va avoir un effet, une forte accélération en fait dans les mois qui viennent et qui va complètement transformer l'expérience magasin. Et encore une fois, c'est une opportunité pour des marques et des enseignes de créer une expérience différenciante pour leurs clients et donc de passer devant la concurrence et voilà, d'avoir un peu une vision plutôt que d'être derrière la machine et de souffrir en fait. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Donc ouais, je clôture le sujet Jonac et en tout cas on espère pouvoir encore raconter une très très belle histoire dans les mois ou les années qui viennent. Espéry de rien à voir, donc, donc qui est passée pour info cette année. Donc c'est une marque de meubles de jardin pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'on a la chance et l'honneur d'accompagner depuis une dizaine d'années. Donc on a vu naître un peu nous sur le digital. Hein. C'est d'abord une marque qui est distribuée hein, par des retailers, hein, donc d'autres enseignes. Et la stratégie était un peu différente et je trouve que c'est assez génial et très visionnaire d'abord de la part du fondateur et du DG aujourd'hui. C'est de dire en fait le digital va venir renforcer en fait son maillage physique. Et non pas, bien évidemment, comme tout le monde aurait pu le croire, en fait, un moyen en fait, d'aller vendre en direct
en gros les produits à la place de ces distributeurs. Donc c'était vraiment pour accompagner la notoriété, la présence de la marque au niveau national et maintenant international, puisqu'il y a des en gestation, enfin un peu plus qu'en gestation, on va déployer en fait toute la partie Europe incessamment sous peu, là, dès l'année prochaine. Et donc on a construit le digital autour de ce besoin des distributeurs et du client des distributeurs. Donc là on a encore une étape intermédiaire. Et on a en même temps, encore une fois, le client a fait un travail exceptionnel sur la désirabilité de sa marque. Ils ont, pour info... Attends, je reviens sur la relation avec les distributeurs. La marque est distribuée, Ouais. donc ils vendent en wholesale leur stock. Exactement, Centracor, Voilà. etc., etc., etc. Et qui redistribuent. Voilà, qui redistribue en fait les produits via un réseau physique. Et le client d'Hespéride, c'est leur distributeur. Et après, il y a encore donc, le client du distributeur qui rajoute une couche. Mais on a créé de l'e-commerce. Entre la marque et les distributeurs. Exactement. Donc du B2B. Alors non, on a créé de l'e-commerce entre le client final et la marque. Donc du direct to customer. Exactement. Mais avec, encore une fois, en préservant la relation avec le distributeur. Donc ça a été mis en place en fait, avec mécanique relationnelle et contractuelle, qui a été fait en fait sur des zones d'achalandise. En fait, il y a des territoires qui sont pris par la marque et le distributeur. Et donc, du coup, toutes les commandes qui sont adressées sur un territoire similaire, il y a potentiellement une rétribution ou ce genre de choses. Il y a un intérêt pour Exactement. le distributeur. Encore une fois, c'est le même principe que la vendeuse en fait, qui prépare une commande et qui la livre en fait, chez le client final. Bien sûr. Il vaut mieux les embarquer et avoir des croissances à 4 chiffres plutôt que de se les mettre à dos et de faire mourir la marque. En fait. Bien sûr. Voilà. Et encore une fois, pour moi, c'est une forme de vision. Hein. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur le dirigeant. Il a vraiment été précurseur et visionnaire de ça et c'est assez génial. Et en complément, on a déployé plusieurs, à peu près 300 bornes chez ces mêmes distributeurs. Du coup, avec le front-end du WShop, parce qu'on est capable de gérer des vues en fonction du support. Donc on a des vues mobiles, on appelle ça de l'adaptive. Hein, voilà. On a des vues mobiles, des vues desktop, et on est aussi capable de créer des vues propriétaires, tablettes, bornes. Et donc on a une magnifique borne qui a été déployée en fait dans les différents magasins qui permet, parce que, évidemment ça prend de la place, de proposer l'ensemble du catalogue dans le magasin et pour avoir une expérience utilisateur, vous n'avez pas cette couleur, bougez pas, de commander sur la borne, de se faire livrer dans le magasin et donc de récupérer son produit 24-48 heures après, en mode un peu click and collect. Et donc encore une fois, la marque a pris les devants pour créer un support, une solution digitale en fait avec un catalogue. Ce qu'on appelle, comme tu disais tout à l'heure, un PIM, en fait, un Product Index Manager, qui permet effectivement d'avoir les dernières photos, les dernières caractéristiques du produit et que ce soit unifié sur l'ensemble des supports de l'entreprise. Et donc, à travers cette borne, qui est une émanation du front-end du WShop, le client a la possibilité, via le distributeur, de passer une commande et de se la faire livrer dans le magasin. Et donc, la vente est attribuée, bien évidemment, au distributeur. Hyper intelligent. Et c'est vrai qu'il est rare de trouver des modèles qui intègrent aussi bien les réseaux de distributeurs. Exactement. Puisque quand c'est pas intégré, tu fais pas exactement ce que tu veux. Ça crée de la tension. Mais au détriment, encore une fois, de l'expérience utilisateur et de la marque. Donc là, il y a une belle cohérence. Écoute, Brice. Voilà. Merci. Je pense qu'on est à 1h20, tu vois, je pense. Pas loin. Franchement, si les gens ils sont arrêtés jusqu'à là. Si, ils écoutent en plusieurs fois. Non, mais ça a été passionnant. Merci de nous avoir livré un peu. À toi, merci à vous. Ton témoignage. Merci à One-to-One Retail e-commerce de Monaco de sponsoriser cet épisode. Merci à vous tous, les auditeurs, d'avoir écouté attentivement cette conversation, ces propos. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. C'est toujours bien aussi de comprendre les mécaniques, la technologie qu'il y a derrière toutes les expériences d'achat que témoignent régulièrement les retailers, des NVB et autres commerçants qui viennent derrière mon micro. Aujourd'hui, on comprend qu'il existe tout un écosystème technologique qui viennent servir l'expérience des consommateurs, le client final étant clé.
Voilà, merci encore, Brice. Merci à Un petit clin d'œil à Lisiane qui nous a mis en relation et qui nous écoute attentivement depuis 1h30 bientôt. Et vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn ou retrouver toute l'actualité retail e-commerce sur la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.